Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode dédié à un sujet crucial de santé, le diabète. En Suisse, il y a près de 500 000 personnes qui souffrent du diabète, une maladie qui connaît une augmentation alarmante. Actuellement, environ 10% de la population suisse est affectée par le diabète, et les projections indiquent que ce chiffre pourrait atteindre 13% d'ici 2030. Cette hausse inquiétante du diabète est liée à plusieurs facteurs, notamment la croissance de l'obésité, qui est l'un des principaux risques associés à cette maladie. De plus, un mode de vie de plus en plus sédentaire, avec moins d'activité physique, contribue également à cette tendance. Le vieillissement de la population joue un rôle important car le diabète est plus fréquent chez les personnes âgées en raison de la résistance à l'insuline qui augmente avec l'âge. Les facteurs génétiques ne doivent pas être négligés non plus, car ceux qui ont des antécédents familiaux de diabète sont plus à risque. Le stress chronique et les problèmes de santé mentale peuvent également affecter la régulation de la glycémie, tandis qu'un accès limité à des soins de santé préventifs peut empêcher les individus de recevoir les dépistages et les conseils nécessaires. Enfin, l'augmentation des facteurs environnementaux comme l'explosion à certains produits chimiques a aussi été associée à un risque accru de diabète. Dans cet épisode, nous allons explorer les différents types de diabète, leurs causes, les symptômes et l'impact du diabète sur la vie quotidienne des personnes touchées. Nous aborderons également les stratégies de prévention et de gestion du diabète pour améliorer la santé des individus et de notre communauté. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Bonjour ma chère invitée. Bonjour, Comment ça va ? ça va et toi? Mais ça va très bien, merci. J'ai pas l'habitude de passer sur le grill les gens avec lesquels je vis, donc c'est une grande première. J'espère que ça va bien se passer. Moi aussi, un petit stress, je vois passer tes invités, ça me fait rien, mais là, d'être moi devant toi, je pense que j'ai des joues un petit peu rouges là. Effectivement, je savais pas que je te faisais encore ce genre d'effet-là, mais c'est très rassurant. Pour les gens qui ne savent pas qui tu es ou qui n'ont pas encore deviné qui tu étais, si vous pensez que c'est quelqu'un d'autre que Laure, c'est certainement qu'elle est en train de courir pour venir m'en coller une. Mais pour les gens qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens ? Alors, déjà par rapport à toi, donc je suis la chanceuse femme de Super Hugo. Je viens de Fribourg, j'ai toujours été un peu par là. J'ai mon parcours, je pense, qui t'intéresse. J'ai fait mes études sur Fribourg, d'abord le collège à Sainte-Croix. Ensuite, je me suis dirigée vers le monde médical en faisant l'école d'infirmière. J'ai terminé en 2011 mon bachelor en sciences infirmières. Et puis, j'ai pratiqué pendant 8 ans en chirurgie orthopédie. Et pendant ce temps-là, entre 2015 et 2017, j'ai fait une spécialisation en tant qu'experte en diabétologie. Suite à ça, j'ai travaillé comme consultante auprès des patients pour la diabétologie. Et depuis une année maintenant, j'ai lâché mes grands patients adultes pour me diriger vers le monde de la pédiatrie diabétique. Formidable. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette formation d'expert en diabétologie ? J'ai remarqué, de par mon expérience à l'hôpital, qu'il y a quand même un grand nombre de patients qui venaient chez nous se faire hospitaliser, qui venaient pour des opérations. Et puis à ce moment-là, de manière fortuite, des fois, on découvrait un diabète. Ou au contraire, c'était des gens qui avaient déjà un diabète, mais
le suivi, la prise en soin à l'hôpital, pour quelqu'un qui vient pour totalement autre chose d'un diabète, il vient pour opérer d'un genou, et puis on doit quand même prendre cette donnée-là qui est capitale en compte, il manquait certaines compétences. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire moi cette formation pour pouvoir offrir ça en plus aux patients qui viennent hospitaliser chez nous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas tous les hôpitaux quand on va pour se faire opérer, comme tu disais, du genou, qui ont dans leur protocole justement la détection, la recherche ou le questionnement, la question qu'on pose aux patients quand ils viennent, s'ils ont le diabète ou pas. Alors on va demander aux patients s'ils ont le diabète, qu'est-ce qu'ils ont comme traitement, et puis là à ce moment-là, les patients qui ont déjà un diabète, on va le savoir, puis on va le prendre en compte dans la prise en soin. Par contre, il y a énormément de gens, et c'est ça des fois le problème de certains types de diabète, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Et puis là, c'est de manière générale, on dit niveau hôpital, mais je trouve aussi niveau des médecins traitants ou de la société en général, on pourrait être vraiment meilleur en prévention. Par exemple, faire un contrôle de glycémie à chaque patient qui vient hospitaliser. Ça, ce serait vraiment un idéal, chose qui n'est pas encore actuelle. Mais comme ça, le patient, il est là, enfin, dans les mains du monde médical, parce que certains, ils y vont vraiment que quand ils ont besoin. Et à ce moment-là, on pourrait déceler. Ça se fait pour beaucoup de patients. Si l'opération est un peu poussée, l'anesthésie aussi, ça va se faire. Mais s'ils viennent pour des petites choses, pas forcément. Quand ils vont chez le médecin traitant, s'ils ne se plaignent pas de certains symptômes typiques, ce n'est pas un test qui va être fait d'office. Donc c'est là que je trouve qu'on peut s'améliorer encore. Donc pour les personnes qui nous rejoignent maintenant ou qui atterrissent maintenant, aujourd'hui, dans cet épisode, on va bel et bien parler de diabète. Je vais rebondir directement à ce que tu disais concernant le contrôle glycémique. Ça représenterait quoi comme travail ou comme manipulation supplémentaire, justement, cette détection entre guillemets précoce pour chaque patient qui viendrait à l'hôpital? Ou alors, par exemple, ça fait, quand on a la question, c'est quand la dernière fois que vous allez voir un médecin, puis le type, dès le moment où il commence à regarder, à lever les yeux au ciel, à regarder à gauche, on se dit, ok, souffler dans le ballon, ou je sais pas quoi, on va prendre une goutte de sang. Donc, qu'est-ce que ça demanderait au niveau logistique, financier, etc., charge de travail, de mettre en place ce genre de protocole-là? Alors, je te demande pas de me le détailler, mais juste pour que les gens qui nous écoutent puissent se rendre compte aussi qu'elles ont la possibilité, j'imagine, de demander cette détection précoce une fois qu'ils vont à l'hôpital. Oui, alors bien évidemment, il y a des tests sanguins, soit par exemple, si on va pour faire une prise de sang, de toute façon, même pour autre chose, généralement, là, ils cochent la demande aussi pour le glucose, mais des tests à moindre coût, parce que c'est aussi ça que j'avais réfléchi pour mettre en avant, ce serait simplement de faire une glycémie capillaire. Donc ça, c'est un petit contrôle avec une petite pique au bout du doigt pour avoir juste une gouttelette de sang. Et puis avec ça, on peut avoir le résultat du taux de sucre dans le sang au moment précis. Après, ce qu'il faut toujours aussi se poser comme question, c'est super, on arrive à avoir ce résultat-là, mais qu'est-ce qu'on en fait et qui est dispo pour la suite ? Typiquement, ça me fait penser, chaque année, le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. J'essaye soit dans mes anciens emplois ou bien même maintenant, j'essaie de mettre en avant cette journée-là pour faire de la prévention, soit avec un stand, soit aller faire du dépistage même ailleurs qu'à l'hôpital ou bien directement dans des foyers. Mais après, il faut qu'il y ait le médical qui suive. Si on a un résultat positif, il faut pouvoir envoyer le patient chez son médecin traitant et puis, ou chez un diabétologue et que la suite soit prise en soin. Et actuellement, c'est pas comme ça que ça se passe ? Alors oui, si les fois où j'ai eu ces périodes de dépistage, après on a envoyé chez les médecins traitants. Mais il faut aussi dire qu'à Fribourg, on est pauvre en diabétologues. Donc, c'est surchargé avec des délais d'attente pour pouvoir y aller. Donc, il faudrait vraiment que ça passe plutôt vraiment en premier par les médecins traitants. Si je fais du rétropédalage et que je reviens au début, c'est quoi le diabète ? Alors ça, c'est la question principale. Le diabète, ça va être le trop de sucre dans le sang. Je vais essayer de parler de la manière la plus compréhensible pour tout le monde. C'est vraiment ça en fait, c'est le taux de sucre dans le sang qui est trop élevé. Et puis il y a différentes sortes de diabète.
Les deux principaux, c'est diabète type 1, diabète type 2, ce qu'on entend le plus. Et après, il y a encore des sous-modes, le mode I ou des diabètes génétiques, mais que je ne vais pas prendre le risque de développer dans ce podcast parce que c'est un peu plus compliqué. Du coup, le diabète type 2, ça, je pense commencer par celui-là parce que c'est celui qu'on entend le plus. On disait avant que c'était plutôt le diabète de la personne âgée parce que avec le temps, en fait, c'est un diabète qui va s'installer avec le temps, avec des habitudes de vie pas suffisamment équilibrées, avec de la sédentarité, avec une alimentation pas adaptée. C'est vraiment le corps qui se fatigue et au bout d'un moment, il va soit développer une résistance à l'insuline, je réexpliquerai après le rôle de l'insuline, soit il va avoir finalement une fatigue et puis plus réussir à fabriquer suffisamment d'insuline par rapport à tout ce qu'on a sollicité sur toute une vie. Donc l'insuline, je vais l'expliquer là ici. J'aime l'expliquer à mes patients d'une manière assez imagée, de se dire l'insuline, c'est des petites clés. C'est des petites clés qui permettent d'ouvrir les serrures de toutes nos cellules du corps humain pour ouvrir la porte et faire voyager le sucre là où on en a besoin. Donc pour utiliser le sucre en énergie. Donc s'il n'y a pas de clé, les portes ne s'ouvrent pas et puis le sucre va s'accumuler dans le sang jusqu'à un taux toxique. Et tu nous as parlé des deux différents types de diabète, donc on a parlé du type 2, tu as également dit qu'il y avait un type 1. C'est quoi la différence entre les deux ? Eh bien, le type 1, lui, c'est une maladie auto-immune. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir mangé trop de sucre ou avoir eu des mauvaises habitudes de vie. Une maladie auto-immune, ça veut dire que c'est notre propre corps qui va fabriquer cette maladie. En fait, ce qui se passe avec un diabète de type 1, c'est... alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline, déjà, elle est fabriquée dans notre pancréas, dans les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Et c'est les cellules qui, tout à coup, ne fabriquent plus d'insuline. Ce qui se passe, c'est que c'est le système immunitaire, pour on ne sait quelle raison encore, qui va se mettre à attaquer le pancréas et détruire ces cellules qui sont productrices d'insuline. Et puis, ça va être assez rapide. Des fois, en quelques semaines, il n'y a plus du tout de production d'insuline. Et à ce moment-là, c'est toujours vraiment une urgence vitale. Donc, tu as parlé du diabète de type 2 qui se déclenche de par les modes de vie, de par l'âge. Le type 1, c'est quoi le déclencheur ? C'est souvent suite à un choc émotionnel ou une maladie que ça arrive. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on faisait vraiment des tests très poussés sur chaque nouveau-né, on pourrait voir qui serait plus tard amené ou non à développer un diabète de type 1. Il y a des marqueurs sur certains gènes. C'est des tests non seulement extrêmement coûteux, vraiment impossibles parce qu'on ne sait pas sur lesquels et puis on en a plus qu'énormément. Donc c'est plus un peu en mode protocolaire et recherche que c'est fait. Mais ce que je veux dire en soi, c'est que c'est de la faute à personne. La faute à pas de chance. C'est vraiment le truc que je répète à chacun de mes patients. C'est la faute à pas de chance. Vous n'avez rien fait de faux pour avoir ce diabète-là. Il peut se développer depuis la toute jeune enfance jusqu'au début de l'âge adulte, généralement. Donc la toute jeune enfance, ça veut dire depuis que le système immunitaire est en place, donc dès les 6 mois d'un enfant, on pourrait voir apparaître un diabète de type 1. Est-ce qu'on est tous égaux face au diabète de type 1 ou de type 2 par exemple ? Commençons par le diabète de type 1 dans l'ordre. Diabète de type 1, oui. C'est moins... comment dire ? C'est une maladie auto-immune, il n'y a pas de statistiques exactement précises par rapport à la région ou comme ça. Diabète type 2, il y a certaines ethnies qui sont plus amenées à développer un diabète de type 2. Et il y a surtout un facteur génétique et environnant. Donc typiquement, si on a des gens dans la famille qui ont du diabète de type 2, on a plus de malchance de développer également nous-mêmes un type 2.
Ça ne veut pas dire qu'on va forcément l'avoir, ça veut juste dire que justement, il faut qu'on mette des choses en place dans notre vie pour essayer d'éviter parce qu'on est plus à risque. Et si on va justement dans ce type d'ethnie-là, c'est quoi? C'est des gens de type caucasien, des Africains? Il y a une population? Plutôt africain, Ouais. Amérique du Sud, indien, ça, ouais. Ok. Et tu parlais des modes de vie qui changent. Il y a c'est quoi les aliments? Ou est-ce qu'il y a une catégorie d'aliments? Ou tu as parlé de la sédentarité, donc ça c'est évident pour Mhm. tout le monde, c'est pas bon. Mais est-ce qu'il y a une catégorie d'aliments qu'il faudrait, qui est plus à risque que Mhm. d'autres, qu'il faudrait justement essayer d'éviter dans l'alimentation du quotidien, alors que ce soit qu'on a le diabète ou pas d'ailleurs? Ouais. Alors ça va pas être à éviter, parce qu'il n'y a rien qui est à éviter, à part, bien entendu, ce qui fait partie du haut de, de la pyramide alimentaire, donc c'est les petits plaisirs, genre les sucreries, les bonbons, les chips, les sodas, l'alcool. Ça, effectivement, c'est des choses dont on n'a pas besoin dans nos vies, mais qui font plaisir de temps en temps. Ce qui va amener à avoir un diabète, éventuellement, ou ce à quoi il faut faire attention quand on a un diabète, c'est tout ce qui est des glucides. On dit glucides, hydrates de carbone, sucre, glucose, c'est vraiment ça, c'est les sucres. Et puis, il faut savoir où est-ce qu'ils sont ces sucres, où est-ce qu'ils sont ces hydrates de carbone. Parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi et qui me disent « Mais je comprends pas pourquoi j'ai eu ce diabète de type 2, pourtant je mange jamais de bonbons, je bois pas de soda, je comprends pas, je comprends pas. » Et puis on se rend compte qu'ils mangent énormément de pain, de pâtes, des féculents tout le temps. En fait, tout ce qui est féculent, ça fait partie d'une des catégories de sucre. En sachant que les éléments qui sont raffinés, il semblerait qu'ils soient encore pires que les éléments qui ne le sont pas, parce que le taux de sucre, ou en tout cas l'impact qu'a le sucre de ces féculents-là, il est beaucoup plus rapide au niveau du corps. Il est plus rapide, de moins bonne qualité. Et puis après, il y a aussi tout ce qui va être aussi indice glycémique qu'on entend. C'est vraiment à quel point le pic glycémique va être rapide dans le corps. C'est vrai qu'un aliment qui est complet, par exemple si on va choisir une farine complète, prendre des pâtes complètes au lieu des pâtes normales, le taux de sucre il va monter moins rapidement et moins haut. Déjà, notre corps il a besoin de plus de temps pour la digestion. On est aussi plus vite rassasié généralement, donc on mange moins. Donc effectivement, c'est typiquement le genre de petits conseils qu'on essaye de proposer aux gens. Est-ce que vous ne voudriez pas tester? Alors des fois, ça ne plaît pas à tout le monde. Les pâtes complètes, le riz complet, ça c'est encore un peu plus, des fois, difficile à changer. Mais des fois, rien que au lieu de prendre la tresse le matin, d'avoir un pain complet, là, on a déjà une amélioration. Il faut vraiment toujours voir avec la personne qu'est-ce qui est possible ou pas, pour qu'il garde quand même aussi le plaisir, et puis qu'on soit sûr que ce soit sur du long terme, pas juste pour nous faire plaisir. C'est très intéressant ce que tu dis, que les gens ils aiment pas. Alors moi, en principe, à la base, il y a quelques années, j'étais vraiment pas fan de tout ce qui était complet. Mais quand j'étais petit, et à chaque fois que je repense à mon enfance, j'ai des souvenirs heureux de mon alimentation. Et quand j'écris sur une liste en papier, une feuille en papier, tout ce que j'aimais manger quand j'étais petit, il y a un dénominateur commun, c'est la quantité de sucre qu'il y avait dedans. Je prends par exemple la barre de Farmer aux céréales, j'adorais ça. Je suis allé dans une célèbre enseigne Orange et j'ai remarqué qu'il y avait 40% de sucre dedans. Ouais. On mangeait des tartines avec la confiture au petit-déj le matin. On mangeait de la tresse. À la récré, on mangeait des croissants. On buvait des jus d'orange. Le pain au chocolat. Le petit pain au choc. Finalement, toute notre enfance, alors je commence à devenir un peu un vieillard, hein, mais toute notre enfance, elle a été conditionnée à manger des choses comme ça, y compris les céréales. Les Kellogg's, les Miel Pops, les Kellogg's, le truc du coq qui était dégueu et qui n'avait pas de sucre. Même celui-là, il a une quantité astronomique de sucre. Et je me rappelle d'ailleurs que je mettais du sucre raffiné dedans parce que c'était pas bon. Ou de prendre des fraises et de rajouter du sucre encore dessus. C'est vraiment, en fait, c'est des habitudes. Là, je parlais de mon expérience d'enfant, alors forcément, j'étais extrêmement heureux de pouvoir avoir ce genre de choses-là dans mon panier. Alors, c'est très bien de vouloir faire l'éducation des enfants, mais c'est pas les enfants qui payent les commissions. C'est les parents. Donc, comment est-ce qu'on atteint les parents pour faire cette prévention? Alors, ça, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que maintenant, on commence déjà par les enfants, en se disant que plus tard, eux deviendront des parents un peu plus alertes.
Pour les parents, il y a des choses qui sont mises en place à Fribourg. Il y a, par exemple, la Croix-Rouge, si mes souvenirs sont bons. Il y a des ateliers qui sont mis en place, peut-être pas assez mis en avant, peut-être pas assez vu par tout le monde. Pour vraiment cibler les parents, c'est difficile. Ou il faudrait pouvoir, moi j'adorerais pouvoir aller dans les classes ou proposer, typiquement il y a une réunion des parents, que ben voilà, il y a un professionnel qui intervienne quart d'heure, demi-heure au début de la réunion et puis qui distribue ce genre de message. Histoire qu'on se rende compte de l'importance de cette maladie. Il y a combien de personnes qui sont touchées par cette maladie en Suisse, tu sais? En Suisse, il y a environ 550 000 personnes qui sont atteintes de diabète. Il y a vraiment bientôt 7 à 10% de la population. Donc c'est énorme et c'est croissant. Chaque année, vraiment, ça grandit. Donc c'est une des causes de mortalité peu après les maladies cardiovasculaires. Finalement, en fait, tout est un peu lié. Des gens qui vont avoir du diabète sont plus à même à développer des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut vraiment s'y attarder. Et puis, savoir aussi à temps quand la personne a un diabète. Donc, c'est pour ça que le dépistage et puis un suivi régulier chez le médecin, c'est important. Parce que certaines fois, on découvre un diabète chez des gens qui est finalement, donc un diabète de type 2, hein, bien entendu, qui est installé peut-être depuis déjà bien des années, mais ils vont aller chez leur ophtalmologue pour consulter et puis dire, je sais pas trop ce qui se passe, tout à coup je vois vraiment moins bien, qu'est-ce qu'il y a, puis ils regardent, puis ils voient que les petits vaisseaux derrière les yeux sont tout abîmés, puis ils disent, madame, vous avez du diabète? Ils contrôlent, ils prennent une glycémie, ils voient des taux catastrophiques, hop, envoyés chez le médecin. Mais c'est quelqu'un qui arrive déjà avec des conséquences de la maladie, alors qu'on aurait pu voir avant s'il y avait un suivi régulier. Et au niveau de cette augmentation croissante, le taux de diabète type 1 et type 2, ils sont équitablement, entre guillemets, répartis, ou c'est plutôt le type 2, justement, lié à nos modes de vie qui est en explosion? Beaucoup plus quand même le type 2. Après, des diabétiques en Suisse, ou même c'est un 10% de la population diabétique qui est type 1. Le reste, c'est des types 2. C'est vraiment ça beaucoup plus petit, la maladie auto-immune. Et est-ce que les hommes et les femmes, ils sont égaux dans leur malchance ou c'est 50-50? Il y a quand même une prédisposition un peu plus pour les hommes. Peut-être de facteurs génétiques. Ouais. Mhm. Il y avait dans la presse, il y a quelques semaines, il y a peut-être même quelques mois, avant les vacances d'été, un article, d'ailleurs ça fait beaucoup parler, je crois que c'est même passé à la télévision, où maintenant on se rend compte qu'il y a une explosion du nombre de diabètes de type 1, et puis on les impute au Covid. Comment ça se fait? Alors, effectivement, c'est juste, il y a un lien entre le Covid et les diabétiques type 1, mais si vous avez bien écouté mon début d'interview, je disais que on est déjà préprogrammé à développer un type 1. Donc, c'est arrivé, on a eu plus de cas, j'ai eu plus de petits l'année même du Covid 2021-2022. Ben, il y a eu quand même non seulement soit un choc, parce que ben voilà, c'était quand même une situation de vie particulière, les semi-confinements, des gens un peu stressés, donc ça a pu être subi comme un choc. Il y a certains qui ont été malades du Covid. Par contre, il n'y a aucun lien avec les vaccins, si jamais. J'anticipe. J'avais pas prévu cette question-là. Là, on a parlé un peu de la maladie et de ses conséquences, mais donc ça veut dire qu'il y a quand même 500 000 personnes qui vivent au quotidien avec cette maladie. Et dans la pratique, comment est-ce que ça se passe? Alors, pour quelqu'un qui a un diabète de type 2, suite aux habitudes de vie et le corps qui s'est fatigué, là, ce qu'on met en place auprès de la personne, c'est de lui apprendre à mieux équilibrer ses habitudes de vie. Donc, il y a l'alimentation, l'activité physique, prendre ou non des médicaments, soit par injection, soit en comprimé, et puis le bien-être total.
Si c'est une personne diabétique de type 1, là, alors, il y a bien évidemment l'insuline. Ça, on est obligé, les injections d'insuline, parce que le corps en fabrique plus du tout. Et puis, on met en avant aussi l'alimentation. Là, c'est super important parce que quelqu'un qui a un diabète de type 1, il doit savoir combien il y a de glucides dans ce qu'il va manger. Et puis, le sport aussi, l'activité physique, pour stabiliser. C'est un peu une épée de Damoclès qu'on a sur notre tête quand on a un diabète de type 2, en se disant qu'on a la possibilité de stabiliser la maladie. Donc si j'ai bien compris, on n'en guérit pas. Par contre, si on ne fait pas attention, on peut faire empirer les choses. Diabète type 2, alors il y a des gens qui vont dire oui, on peut guérir. Il y a même un livre qui c'était Guérir du diabète de type 2. Si on découvre un diabète très tôt, quand il est encore en mode pré-diabète, avec des valeurs qui sont limite supérieures, qu'en changeant les habitudes de vie, on arrive à stabiliser ça, sans avoir besoin de prendre de médicaments et tout, là, on juge possible de dire oui, on a guéri du diabète si pendant les 5 années qui suivent, on garde une valeur dans des seuils normaux. Mais sinon, quelqu'un qui a un diabète installé, qui prend des médicaments ou des choses comme ça, là, on va pouvoir stabiliser la maladie, avoir des bonnes valeurs qui permettront d'empêcher des complications à long terme, mais pas de guérir. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire quand on a le diabète? Alors là, forcément, je pense plutôt au niveau du sport. Est-ce qu'il y a par exemple des activités physiques qu'on ne pourrait pas faire si on a un diabète? Non. Là, comme ça, je vois pas. Au contraire, l'activité physique, c'est même primordial. Pour quelqu'un de type 2, ça va vraiment permettre de stabiliser le poids, stabiliser la santé de manière générale, et puis de faire baisser le taux de sucre. Et pour quelqu'un qui a un diabète de type 1 aussi, on demande en fait de faire du sport. C'est bon pour la santé de manière générale, pour le diabète et pour la santé mentale. Donc au contraire, on pousse vraiment les gens à faire du sport. D'ailleurs, les patients type 1 qu'on a sont généralement tous sportifs parce qu'ils ont bien compris l'importance du sport dans nos habitudes de vie. Je crois que tu es la meilleure ambassadrice du sport que j'ai reçue dans ce podcast depuis qu'il a été créé. Je crois que tout est dit. J'ai du coup la question ultime, parce qu'on a fait état d'un diagnostic, on a fait état de ce que moi j'interprète comme des lacunes qui pourraient être comblées. Et puis, au début du podcast, j'avais l'habitude de soumettre les gens à la redoutable séquence de Sur le grill, dans laquelle je leur posais une série de 10 questions. Sauf que toi, je vais t'en poser qu'une seule. Mais il va falloir développer. C'était pas prévu, ça. J'adore surprendre mes invités. Je viens de voir à l'hôpital et puis, fortuitement, je découvre que j'ai un diabète de type 2. Comment est-ce que, selon cette méthode ou cette image du cercle vertueux, tu me prendrais en charge de A à Z pour que je ne me retrouve pas au bord de la route et puis que ma condition, elle s'empire? Tu as 1 minute. D'accord. Alors déjà, moi, je pars toujours des connaissances du patient. Qu'est-ce qu'il sait déjà ou pas? Et puis après, voir ses habitudes de vie, discuter ensemble, et ensuite voir comment on pourrait améliorer, stabiliser les choses, que ce soit en mettant en avant les piliers du diabète, comme j'ai dit avant, l'activité physique, l'alimentation, pour éviter de devoir arriver à des médicaments ou autres. Et puis, c'est d'un suivi. On ne laisse pas la personne tout seul. On va la revoir peut-être après, directement la semaine d'après, ensuite au mois, aux 2 semaines. Et voilà. C'est vraiment une collaboration aussi, parce qu'il n'y a pas que l'infirmière clinicienne. Il y a la diététicienne, il y a le médecin, il y a éventuellement la physiothérapie. C'est un tout. Et ça existe? Ça existe et c'est fait. Donc ça, il ne faut pas vous inquiéter, chers patients fribourgeois ou d'ailleurs. C'est sur pied et c'est des équipes justement pluridisciplinaires qui permettent une prise en soin, la meilleure prise en soin de la patiente ou du patient. Allez, t'as fait 1 minute 15, je te l'accorde. Merci infiniment. Merci.
On arrive gentiment au terme de cette émission. La bonne nouvelle, allez, je tease un peu, j'anticipe un peu la suite, c'est qu'il va y avoir un épisode en lien avec le diabète et le sport. Donc restez connectés, vous allez prochainement entendre un épisode de podcast, toujours avec Laure, sur le sport et le diabète. Mais avant de te laisser tranquille, je vais te demander de synthétiser les piliers du diabète, donc comment faire déjà pour être en bonne santé en général, et puis s'il y a une suspicion de diabète ou s'il y a des antécédents de personnes qui ont le diabète dans la famille, quelles seraient tes préconisations à toi? L'alimentation équilibrée, tout en gardant le plaisir. Donc ça, s'il y a besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à demander à une diététicienne, une ordonnance à votre médecin pour aller et puis avoir les clés nécessaires. Et puis également l'activité physique, ça c'est vraiment capital. Les recommandations de l'OMS sont pour un adulte de faire 30 minutes de sport d'intensité modérée par jour, dans l'idéal, un minimum de 30 minutes, et de rajouter 3 fois par semaine des sports à intensité plus intensive, de minimum 20 minutes. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour stabiliser. C'est clair que quelqu'un qui part de zéro, on va pas lui demander la semaine d'après d'avoir ça. Ça va être par pilier, et puis c'est là que l'accompagnement est important. Et puis pour les personnes qui sont potentiellement dans une famille, qui proviennent d'une famille à risque? Ces mêmes recommandations, peut-être avec encore plus d'acidité, parce que elles sont plus à risque de développer un diabète. Après, de manière générale, pour la santé, pour tout le monde, de faire du sport, ça diminue les complications cardiovasculaires, l'éventualité de faire un diabète, d'avoir un cancer, ça améliore aussi le niveau d'anxiété, les fonctions de notre cerveau. Enfin, le sport, c'est bon pour tout. Et c'est moi qui dis ça. C'est le meilleur médicament, c'est fantastique. Très bien. Je te remercie beaucoup, Laure, d'avoir répondu à mes questions sur cette première introduction sur le diabète. Donc, comme je l'ai teasé auparavant, donc, il y aura très bientôt un nouvel épisode en lien avec le diabète et le sport. Laure, merci beaucoup. Merci, Hugo. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.